Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici sur le stand de la coopération agricole, au Salon de l'Agriculture, avec notre invité ce matin, Parlons Vrai, avec Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je vais vous parler de l'Ukraine tout à l'heure et des dernières déclarations de Vladimir Poutine qui menacent, mais tout de suite l'actualité agricole. La coordination rurale qui manifeste au pied de l'Arc de Triomphe avec des arrestations. Est-il temps d'en finir avec ces manifestations ? Je crois que tout le monde doit respecter la loi et une manifestation qui n'est pas déclarée est donc une manifestation illégale. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter la colère des agriculteurs. C'est ce que nous faisons depuis 2 mois. C'est ce que nous faisons en prenant des mesures très concrètes, des mesures d'urgence. Oui. Aujourd'hui, l'argent descend dans les cours de ferme, des mesures pour simplifier la vie des agriculteurs. Nous avons pris plus d'une 60aine de textes, arrêtés, décrets, nous sommes encore en train de travailler, et de mesures pour bâtir l'agriculture de 2030 et 2050 dans un contexte, il faut le dire, de dérèglement climatique qui frappe massivement les agriculteurs et de désorganisation géopolitique. N'oublions pas que Poutine, c'est aussi le monsieur qui désorganise les marchés de l'agriculture. Alors, Agnès Pannier-Runacher, je vais revenir sur les mesures prises, sur celles qui ne sont pas encore appliquées, mais je voudrais revenir sur l'actualité en ce moment, comparer la coordination rurale au Rassemblement national, c'est à vomir, disent les responsables de la coordination rurale. C'est votre gouvernement qui a fait cette comparaison. Moi, je vais vous dire que je discute avec tout le monde. Tous les syndicats sont à notre table et nous parlons avec eux. En revanche, on ne va quand même pas se mentir, le Rassemblement national instrumentalise les colères des agriculteurs. Ils posent avec un certain nombre... Donc instrumentalisent la coordination rurale. Ils instrumentalisent la colère des agriculteurs et ils instrumentalisent... Donc la coordination rurale. En tout cas, ils posent plus avec les représentants de la coordination rurale qu'ils ne posent avec d'autres syndicats. Mais à la limite, le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment certains agissent, comme nous, pour trouver des solutions pour les agriculteurs dans un contexte difficile, et d'autres surfent sur les difficultés et instrumentalisent la colère des agriculteurs sans faire aucune proposition. Est-ce que vous leur demandez ou en enchaînant des propositions contradictoires. Est-ce que vous leur demandez aujourd'hui de cesser ces manifestations ? Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on puisse travailler avec les syndicats, travailler avec les interprofessions. Maintenant, le temps de la manifestation est terminé. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. Je ne demanderai à jamais à personne d'arrêter de manifester s'il pense légitime de manifester. Manifester dans un cadre violent ou manifester dans un cadre illégal, c'est illégal, la loi s'applique à tout le monde. C'est assez simple. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce qu'on fait pour les agriculteurs. Tu casses, tu répares. Tu casses, tu paies. Pour les agriculteurs aussi. Tu respectes la loi et c'est valable pour tout le monde, pour moi, comme pour tout le monde. En revanche, manifester est un droit constitutionnel. Et ça, je pense que personne n'en disconvient. Et il faut rester à portée d'engueulade des agriculteurs parce que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça que nous avançons aujourd'hui. Et s'il y a manifestation interdite, donc non déclarée, il y a arrestation. S'il y a trouble à l'ordre public, que les choses soient claires. Je dirais plutôt que s'il y a trouble à l'ordre public, effectivement, les forces de l'ordre font leur travail. Moi, je veux remercier les forces de l'ordre qui font très bien leur travail, qui ne s'amusent pas à mettre de l'huile sur le feu, qu'ils font dignement et en essayant de faire en sorte que tout se passe bien. Ils ont beaucoup de respect pour les agriculteurs et on essaye de faire les choses le mieux possible. Alors, Agnès Pannier-Runacher, regardons tout ce que vous avez proposé aux agriculteurs, tout ce que vous avez avancé pour essayer de répondre à leurs revendications. Les prix planchers. Moi, j'aimerais comprendre les prix planchers parce que personne n'y comprend rien. Ils sont fondés sur quoi ? Sur des indicateurs ? Les prix planchers, ce n'est jamais que l'étape ultime de la mise en œuvre des lois qui sont issues des États généraux de l'alimentation. Je me permets ce retour en arrière parce que les États généraux de l'alimentation, c'était toute la profession agricole autour de la table pour faire en sorte de trouver une correcte rémunération pour les agriculteurs. 2 lois ont été passées. Ces lois ont permis des avancées importantes.
il faut le dire, des contrats tripartites qui aujourd'hui fonctionnent, des volumes contractualisés notamment dans la filière lait. Ça c'est très bien, ça a permis de sauver des milliers d'exploitations. Tiens, vous me Ça parlez ne de la va filière pas, lait. je vais aller jusqu'au bout. Oui. Ça ne va pas assez loin. Après je vous prendrai un exemple sur la filière lait. Tout à fait. Allez-y. Cela ne va pas assez loin. C'est-à-dire que les agriculteurs sont dans un rapport de force avec les transformateurs et la grande distribution qui restent défavorables. Et c'est pour ça que nous allons un cran plus loin pour faire en sorte d'avoir une marche en avant de la construction des prix, effectivement fondée sur les indicateurs de référence de la profession. Ce n'est pas l'État qui va déterminer. Donc, prix plancher. C'est la profession qui va fixer un prix plancher, si j'ai bien compris. C'est la profession qui définit des indicateurs de référence. 1 kilo de viande bovine, 1000 litres de lait, on aura un prix plancher. C'est ce qui existe aujourd'hui. Vous avez des indicateurs de référence dans chaque profession et qui tiennent compte des spécificités géographiques. Les rendements ne sont pas les mêmes dans la Beauce et dans le sud de la France. Et sur cette base-là, on construit le prix. Ça aussi, c'est prévu dans la loi, mais c'est pas suffisamment ferme. Nous devons affermir cela. Bien. En 20 ans, je voulais prendre un exemple sur une brique de lait. En 20 ans, sur une brique de lait, les éleveurs ont perdu 4%. L'industrie agroalimentaire a gagné plus de 60% et la grande distribution plus de 180%. Ça ne marche pas. Le système ne marche pas. C'est pour ça que vous voulez le changer, ce système. Le système que nous voulons, c'est de rééquilibrer le rapport de force en faveur des agriculteurs. Nous sommes dans un monde où la grande distribution est animée par des grands groupes. Ils sont puissants. Ils ont un rapport de force dans la négociation très puissant. Les industriels sont plus éclatés. Il y a des PME qui souffrent en ce moment dans leurs négociations avec la grande distribution. Il y a des entreprises de taille intermédiaire. Elles doivent investir si on veut pouvoir avoir un outil de transformation des produits agricoles qui fonctionne. Et on a des agriculteurs qui doivent aussi se coordonner. C'est grâce à nous qu'il y a des organisations professionnelles aujourd'hui qui sont plus fortes pour négocier. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre du rapport de force. J'ai compris. Mais les lois Egalim, n'encadrent pas les ventes aux grossistes, aux supermarchés, les ventes aux restaurateurs, par exemple les ventes aux cantines. Les lois Egalim, elles parlent des cantines et elles en parlent avec une ambition qui est très importante. J'ai une proposition à vous faire. La restauration collective aujourd'hui, qu'elle soit d'ailleurs publique ou privée, parce que ça s'applique désormais depuis le 1er janvier au privé, doit pouvoir offrir 20% de produits bio et 50% de produits durables et en circuit court. Mais ce n'est pas toujours appliqué, vous le savez bien. Tout à fait, mais justement, tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde a progressé. Et moi, j'ai signé avec Marc Fesneau un courrier à l'ensemble des présidents de région, des présidents de département, des associations d'élus pour leur demander d'abord de communiquer leurs chiffres, parce que vous savez que c'est obligatoire de communiquer sur ces chiffres sur une plateforme où on partage toutes les bonnes pratiques qui s'appelle macantine.gouv.fr. Aujourd'hui, il y a encore trop peu de collectivités locales qui partagent ces chiffres, mais surtout pour partager les bonnes pratiques. Comment se fait-il que certaines communes, parfois dans le monde rural, qui n'ont pas beaucoup de moyens, y arrivent et que d'autres n'y arrivent pas? Eh bien, c'est un travail d'arriver à ces objectifs. Il faut des chefs, il faut des recettes, il faut des compétences. Il faut savoir bien utiliser le code des marchés publics. Et c'est sur ça que nous allons travailler dans une conférence des solutions qui aura lieu début avril avec l'ensemble des parties prenantes. Je vais revenir sur la loi Egalim, mais puisque nous sommes sur les cantines, je voudrais vous suggérer une idée. C'est Carole Delga qui l'avançait sur l'antenne de Sud Radio avec moi. C'était mercredi matin. Elle posait la question. Et c'est une bonne question, me semble-t-il. Pourquoi les départements et les régions ne sont-ils pas responsables et gestionnaires des cantines, des collèges et des lycées? Alors, je vais vous répondre. Les départements et les régions travaillent de manière très étroite et souvent en autorité fonctionnelle sur ces gestionnaires. Est-ce que faire évoluer ce point-là... C'est l'éducation nationale qui gère les stocks et pilote les achats. C'est pas vrai partout. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est juridiquement vrai. Jean-Jacques Bourdin, c'est juridiquement vrai. C'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Donc moi, je vais vous le dire. Le gouvernement est très ouvert. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là? Le gouvernement est très ouvert à regarder ce point. Mais vous savez ce qu'a dit le Premier ministre? Vous savez ce qu'a dit le Premier ministre à Carole Delga? Il lui a dit oui, c'est une très bonne idée et je vais y travailler. C'est pour ça que je vous dis que le gouvernement est ouvert à regarder ce point. Mais ne cachons pas derrière notre petit doigt. Ce n'est pas ça l'alpha et l'oméga du sujet. Moi, on me parle code des marchés publics. Je peux
vous répondre, on a un guide qui dit comment, avec un code des marchés publics, on sait acheter en proximité, pourquoi l'économie des armées arrive à offrir 100% de viande française aux armées. Et pourquoi pas dans Ils les ont le code des marchés publics. Des collèges et des lycées. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Eh bien maintenant, parce que c'est géré par l'éducation nationale? Non, ce n'est pas géré par l'éducation nationale. Je rappelle que ce sont les régions et les départements qui font les achats. Donc ne racontons pas n'importe quoi. Nous pouvons progresser certainement sur ce sujet-là, mais c'est certainement un point anecdotique. C'est pas ce que dit la loi. Ah si. L'éducation nationale gère les stocks et pilote les achats. Non, je vous prends l'exemple de l'Essonne. L'Essonne a organisé les achats de manière centralisée et aujourd'hui affiche des résultats en égal libre qui sont très positifs. Donc attention à ne pas trouver un point anecdotique pour avancer. C'est pas anecdotique. 220 millions de repas. Non, 220 millions de repas dans les lycées. Ce n'est pas parce que vous changez la responsabilité ou le rattachement juridique du gars qui s'occupe des stocks que vous changez la nature des achats. Pourquoi certains réussissent aujourd'hui et d'autres pas? Moi, c'est la question que je pose. Et ce que je veux faire, c'est aller plus loin en allant vraiment sur les sujets. J'ai réuni l'ensemble de la restauration collective pas plus tard que lundi. J'avais les représentants d'une association, il y a 44 régions et départements. Eux, ils y arrivent. D'autres n'y arrivent pas. Ça veut bien dire que ce sujet est sans doute utile, mais certainement pas transformateur. Autre question. Pourquoi êtes-vous impuissante face à l'administration? Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Vous vous rappelez des fossés qu'il fallait curer? Vous vous rappelez? Dans le Pas-de-Calais, par exemple, il y a eu des inondations. En cause, souvent, des fossés qui n'étaient pas curés. Oui, c'est ce qu'a dit le président de la République lui-même. Tout à fait. Et il a dit ça va être fait dans les 8 ou 10 jours qui viennent. Et on n'en est nulle part. Parce que l'administration... Non, monsieur Bourdin, on ne peut pas dire ça. Alors, on a passé le texte qui permet effectivement d'accélérer... Vous avez passé le texte qui permet d'accélérer. Oui. Donc ce serait efficace quand? C'est efficace maintenant. Ça y est? Moi, je vais dans le Pas-de-Calais la semaine prochaine. Je vais faire le point très précisément sur le curage des fossés. Parce qu'on dit beaucoup de choses. Et on mélange beaucoup de choses. Un fossé, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour le curer. Un cours d'eau, vous avez besoin d'une autorisation. Et on mélange un peu tout. Et moi, je regrette parfois qu'il y ait des amalgames, mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est au travail, il a pris les textes, les préfets sont en train de faire tout le travail de recensement des projets, et il y a des sujets qui sont efficaces pour vider l'eau et je connais bien, vous savez, moi j'habite Lens, je suis sur le terrain très régulièrement. Les vatringues, c'est un sujet qui dépend des établissements publics intercommunaux, autrement dit des collectivités locales. Elles ont la responsabilité depuis 2018 et c'est aussi un sujet de budget et de financement. Donc nous devons avancer collectivement plutôt que de nous renvoyer la responsabilité. Ce qu'attendent les agriculteurs, c'est qu'on puisse évacuer l'eau et nous allons le faire. Alors, je regarde les mesures que vous avez annoncées depuis le début de cette crise. Pas de hausse de la taxe sur le GNR, indemnité pour les éleveurs. C'est plus que ça. Sur la taxe du GNR, non seulement il n'y a pas de hausse, mais il y a une restitution d'un avantage supplémentaire et il y a la possibilité d'obtenir de la trésorerie en avance. Et moi, je dis aux agriculteurs qui nous écoutent qu'il suffit qu'ils demandent l'avance de trésorerie. Il n'y a pas de critères. C'est automatique. C'est de l'argent qui descend immédiatement dans les cours de fête. Tout de suite? Tout de suite. C'est en ce moment qu'on paye. Bon, en ce moment on paye. Versement des aides de la PAC avant mi-mars. Même chose, hein? 15 mars pour les aides principales. Oui. Bien, mise en pause du plan Écophyto, le fameux plan Écophyto. Non, c'est pas une mise en pause, il faut être précis. Nous avons déplacé d'une semaine la réunion qui permet de faire le point sur le plan Écophyto. Ce que nous allons faire, c'est répondre à la question des agriculteurs qui disent pourquoi la France a un indicateur que personne d'autre n'utilise en Europe. Exact. Et qui, du coup, donne le sentiment qu'on n'avance pas alors qu'il y a un indicateur européen obligatoire qui tient compte de la nocivité des produits, ce que ne fait pas l'indicateur français. Donc nous allons prendre l'indicateur européen qui tient compte de la nocivité des produits, mais nous allons continuer à travailler à baisser les émissions, baisser l'utilisation des phytos. Pourquoi? Parce que c'est une question de santé pour les agriculteurs. Je rappelle que ces produits peuvent être cancérigènes, peuvent créer des maladies de Parkinson, on le sait, et c'est pour ça que nous les diminuons, et que nous les classons par classe de nocivité, et ils peuvent être dangereux pour les Français lorsqu'ils s'infiltrent dans les nappes phréatiques. Et pour la biodiversité, évidemment. J'avais envie de vous poser une question. Est-ce que la grande distribution manque de patriotisme? Alors je vais vous répondre que ça dépend.
Ah, ça dépend. Oui, Ça dépend. C'est comme Moi, le fût du canon, ça dépend. Exactement, c'est pour ça. Oui, d'accord. Mais ça très dépend. précisément, il y a 5 ans, j'étais C'est-à-dire, ça dépend. C'est-à-dire que certains manquent de patriotisme et pas d'autres. Je dirais qu'il y a 5 ans, moi j'étais en charge de la consommation. Il y a 5 ans, l'achat français, la production française était beaucoup moins mise en avant dans les enseignes de grande distribution. Il y a eu un réel progrès par rapport à ça. Maintenant, il y a des tricheurs. Nous, on a des exemples, d'ailleurs, c'est les agriculteurs. Il y a des tricheurs. Et bien sûr, il y a des tricheurs et il faut Vous les les connaissez, sanctionner. les tricheurs? On les connaît, on les sanctionne. Vous les avez recensés, les tricheurs? Mais Jean-Jacques Bourdin, on les sanctionne systématiquement. Combien de sanctions? Ils payent des amendes. Plus de 330 aujourd'hui PV qui sanctionnent des distributeurs. Il y a des avertissements, il y a des... Mais quels distributeurs? Tous les distributeurs. Tous les distributeurs. Après, il y a des degrés, je dirais... Ce sont tous des tricheurs, donc. Alors, vous avez puisqu'ils sont tous sanctionnés, ils sont tous des tricheurs. Laissez-moi peut-être développer mon propos. Oui, allez-y. Vous en avez qui sont négligents dans l'étiquetage. Je vous donne un exemple. L'étiquetage n'a pas été mis à jour. Deuxième exemple, vous avez un panneau viande française sur l'étal de la viande. 80% de l'étal, c'est de la viande française. Et vous avez un endroit où il y a des barquettes belges et un endroit où vous avez des barquettes néo-zélandaises. Ça, c'est pas correct. Mais l'étiquetage est correctement fait sur la barquette. Et vous avez des tricheurs. Les tricheurs, c'est quand vous avez viande bovine sur le devant de la barquette, vous retournez, c'est de la viande néo-zélandaise ou c'est de la viande belge. Ça, c'est inacceptable. Il y a des sanctions, elles sont financières et systématiquement, nous taperons au portefeuille. Et puis, il y a quelque chose qui est plus grave, plus impactant. C'est lorsque la distribution monte des centrales européennes pour échapper au droit français et à la loi Egalim. Qu'allez-vous faire ? Eh bien, moi, vous savez, j'ai déjà prononcé une amende de 117 millions à l'encontre de Leclerc. Eurelec, pour ne pas citer la centrale européenne. Pendant 3 ans et demi, cette enseigne a fait feu de tout bois pour empêcher le juge français. Ça ne va pas les empêcher de continuer. Eh bien, je pense que si. Je pense que nous allons durcir le ton. Ah bon ? Et je pense que nous allons durcir continuer. le ton, c'est-à-dire ? Eh bien, nous allons doubler les amendes, tripler les amendes, je ne sais pas. Non, nous renforçons les amendes et surtout, et c'est un des enjeux de la loi Egalim, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas à devoir juger pendant 3 ans et demi pour savoir si c'est le juge français qui est compétent ou un autre juge. Est-ce que vous demandez à la grande distribution ce matin de fermer ces centrales d'achat qui sont à l'étranger ? Je demande à la grande distribution de considérer que dès lors que la production est en France, la transformation est en France et l'achat est en France, ce soit la loi française qui s'applique et donc pas les centrales d'achat européennes, mais les centrales d'achat françaises ou alors que la centrale d'achat européenne applique le droit français. Bien. La loi Egalim, il y aura un nouveau texte. Quand ? Avant l'été ? La loi Egalim, nous avons confié une mission à deux parlementaires pour nous faire des propositions. Sur cette base, nous présenterons un texte en Conseil des ministres dans le courant de l'été. Ça, c'est notre objectif, avec l'objectif derrière de le présenter au Parlement pour le faire voter. Et nous travaillons à un Egalim européen. Oui. Puisque nous étions avec Marc Fesneau la semaine dernière avec Thierry Breton et avec le commissaire à l'agriculture européen. Nous voulons un Egalim européen avec 2 objectifs. 1, une force de contrôle qui soit européenne parce que ça a plus d'impact et plus de force. Deuxièmement, une loi qui sécurise le fait que la loi française puisse s'appliquer en France sur le périmètre des marchandises françaises. D'accord. Je vais terminer, Agnès Pannier-Runacher, sur la situation internationale. Vladimir Poutine, discours à la nation hier, menace une fois de plus. Que dit-il ? Les forces de l'OTAN se préparent à frapper notre territoire. L'Occident est dépravé, les liens familiaux et les valeurs morales y sont détruits. Nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles en Occident. Par exemple, il demande l'arrestation de la première ministre estonienne. Vladimir Poutine menace, l'envoi de militaires occidentaux en Ukraine est-elle une nécessité ? Alors moi je vais vous dire, la Russie c'est une puissance violente, qui tue ses opposants, qui muselle sa population, qui mène une guerre aux portes de l'Europe, et il ne faut pas se tromper d'enjeu, c'est bien la Russie qui est agresseur et l'Ukraine qui est agressée, qui multiplie les attaques informationnelles et les attaques cyber en Europe, qui se fait menaçante dans l'air et en mer, qui pousse les intérêts et qui combat systématiquement les intérêts européens
en Afrique qui déstabilise les marchés de l'énergie. Nous avons réussi à résister, mais ça nous a pris 2 ans, et qui déstabilise les marchés de l'agricole. Et on voit aujourd'hui les conséquences sur l'agriculture française, mais sur l'agriculture européenne dans son ensemble, parce que il n'y a pas que les tracteurs français qui sont sortis, les Polonais, les Espagnols, les Grecs, les Hollandais, les Allemands sont également de sortie. Ils sont aussi sortis parce qu'on importe des produits ukrainiens, notamment les agriculteurs polonais. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur de tout ça? Pas des céréales. On n'importe pas plus qu'avant la guerre, mais on importe plus de poulet. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur de tout ça? C'est la guerre en Ukraine, et c'est la façon dont Vladimir Poutine déstabilise les marchés. C'est aussi parce qu'on a ouvert nos frontières. Allez dire aux céréaliers que ça n'a pas d'impact sur le cours du blé et des céréales aujourd'hui. Je pense que vous serez reçus. Donc il faut nommer l'ennemi, il faut être extrêmement intransigeant par rapport à ses ennemis. Vous souhaitez la défaite de la Russie, c'est clair. À la différence d'un certain nombre de nos opposants, oui, nous souhaitons la défaite de la Russie parce que c'est une question de protection des Européens, de protection des Français. La guerre qui se mène en Ukraine, nous soutenons les Ukrainiens parce que nous voulons protéger les Français et les Européens, et il faut le dire de manière très claire. Ce que vous dites de manière très claire, est-ce que le président de la République a eu raison ? Ça a été très commenté, vous l'avez vu, hein, les propos tenus lundi soir. Je pense qu'il a raison d'être lucide. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a prononcé ces phrases lundi soir parce qu'il est le président d'une nation qui possède l'arme nucléaire? Est-ce que c'était un discours de dissuasion, autrement dit? Jean-Jacques Bourdin, je ne vais pas parler de dissuasion nucléaire. Je suis ministre en charge de l'agriculture, et seuls quelques-uns d'entre nous parleront de dissuasion nucléaire en son temps. Par contre, je vais vous dire une chose. Le président de la République a raison d'être lucide. Le président de la République a raison de nommer l'ennemi. Je rappelle qu'il y a plus de 2 ans, 2 ans et 2 mois, au moment où le président de la République alertait sur le fait que l'Ukraine allait risquer d'être envahie par les Russes, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Madame Marine Le Pen, Monsieur Éric Zemmour raillaient sur les plateaux de télévision en expliquant que c'était proprement impossible. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper les agressions des autres pays. Macron disait aussi au début de la guerre en Ukraine, il faut ménager Vladimir Poutine. Il l'a dit aussi. Pardon. Le président de la République... Il a changé de position, non, alors, bien sûr. Il n'a absolument pas changé de position, il a toujours ménagé... Il a bien dit cela. Si je peux aller jusqu'au bout, il a toujours ménagé l'axe diplomatique, parce que il a jamais cherché à mettre de l'huile sur le feu. Il a toujours ménagé l'axe diplomatique, contrairement à ce que certains disent. Mais effectivement, moi je veux la défaite de la Russie pour une bonne et simple raison, c'est que je veux la protection de l'Europe. Et ceux comme le Rassemblement national... Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Ceux comme le Rassemblement... Nous sommes en danger. Je vais jusqu'au bout. Oui. Ceux comme le Rassemblement national qui appellent à une conférence de paix veulent la victoire de la Russie. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour les Européens et pour les Français. Nous sommes en danger. Nous sommes vigilants et nous avons les yeux grands ouverts, à la différence de certains. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Alors je vous donne le programme. Nous aurons le président des jeunes agriculteurs après les infos de 9h, et ensuite le premier débat, le premier débat de ces européennes, puisque ici même viendront Manon Aubry et François-Xavier Bellamy, tête de liste LFI et tête de liste LR, qui vont s'affronter de 9h15 à 10h sur l'antenne de Sud Radio qui fait l'événement. Il est 8h57.